Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, suite. Certes, on peut blâmer Aristote d'être resté indécis sur un pareil problème. Il devait se prononcer positivement et ne point laisser l'ombre même du doute. Platon est en ceci infiniment supérieur. Il serait difficile de défendre la théorie des idées tout entière telle qu'il l'a faite, dans sa partie mythique aussi bien que dans sa partie purement logique et réelle. C'est un parti très violent à prendre et que Socrate ne prend pas sans un peu de doute et d'ironie que de supposer à l'âme une vie antérieure d'où elle a rapporté de son commerce avec la véritable essence des choses ces notions universelles dont elle ne voit en ce monde par l'entremise mensongère des sens que des cas particuliers et périssables. Mais du moins, si c'est une résolution extrême, en admettant que la vraie pensée du philosophe ait besoin de ce complément, c'est une résolution qui ne laisse point la plus légère incertitude, c'est du courant métaphysique si jamais il en fut. Platon, il est vrai, ne va jusque-là que sous la protection d'un mythe, comme l'a montré M. Cousin. Et cette condition de la prééminence n'est pas indispensable à la théorie même des idées, représentant dans leur admirable hiérarchie l'ordre divin des choses. Mais ceci même prouve que Platon n'hésite pas le moins du monde. Non, la sensation, le particulier, ne suffit pas à donner l'explication complète de la science. L'universel, sans qui la science n'est rien, vient de l'âme, il est en elle. La sensation particulière ne fait que l'y réveiller, elle ne l'y met pas. Il y était peut-être avant cette vie, il y était peut-être dès l'éternité. En un sens, Kant a résolu la question à peu près comme Platon. Il ne remonte pas avec les traditions pythagoriciennes et orphiques jusqu'à la vie antérieure de l'âme pour expliquer la science qu'elle a dans celle-ci. Il ne dirait même pas allégoriquement avec Ménon que la science n'est que réminiscence, ne faisant par là que reculer la difficulté sans la résoudre. Mais il croit tout aussi fermement que Platon que la sensation ne suffit pas à expliquer la connaissance et que la partie la plus importante de cette connaissance ne vient pas de la sensibilité. Il distingue admirablement dans tout acte de l'intelligence la matière et la forme. La matière qui vient du dehors, la forme qui vient de l'intelligence elle-même. Sans la matière, la forme est vide et n'est qu'une connaissance inféconde. Mais la matière sans la forme est une puissance indéterminée, obscure, une sorte de néant inintelligible. Tend à peut-être outrepasser les justes bornes que la raison pouvait ici se prescrire. Dans cette délicate et si nouvelle description de l'entendement pur, il a bien pu prendre de simples apparences pour des réalités, imaginer des êtres que lui seul a connus et que lui seul connaîtra, créer des fantômes que l'observation ne peut plus retrouver. Mais son point de départ n'en est pas moins admirablement juste. L'esprit apporte dans l'acte de la connaissance une part incontestable. Elle est un des deux termes sans lesquels la science ne serait pas. Quelle est cette part de l'entendement? Jusqu'où s'étend-elle? Et que pouvons-nous en savoir? Voilà ce que personne depuis Platon ne s'était demandé aussi nettement que Kant l'a fait. Voilà le grand problème que Kant s'est posé. Il ne l'a pas résolu complètement, surtout, il ne l'a pas résolu avec assez d'ordre et de méthode. Mais c'était beaucoup que de le discuter dans ces termes, et sa tentative, toute imparfaite qu'elle est sur bien des points, a suffi pour lui assurer une place éminente en philosophie. Kant et Platon ont donc constaté que l'universel, tel que la science l'exige, ne peut pas venir exclusivement des sens. La sensibilité conserve pour l'un et pour l'autre une importance égale à celle de l'esprit, car elle n'est pas moins nécessaire que lui à la science, soit pour la réveiller en nous, comme le veut le philosophe grec, soit pour l'y mettre en action et le compléter, comme le veut le philosophe de Königsberg. Mais la sensibilité, toute nécessaire qu'elle est, n'est pas seule à l'être, et réduite à ses propres forces, elle est absolument impuissante
tout comme le serait l'esprit avec les facultés qu'il possède, si rien ne venait du dehors le tirer de son oubli ou de son inactivité. Pour Aristote, au contraire, la sensibilité semble être à peu près tout. Elle donne tous les éléments sans exception, et le rôle de l'esprit se borne à unifier ce qu'il y a d'identique et d'indifférent dans toutes ces impressions que les objets particuliers viennent faire sur lui. L'entendement est presque entièrement passif pour Aristote, pour Platon il est surtout actif, pour Kant il est plus actif que passif. Quant à nous qui sortons à peine de ces grandes discussions de l'école sensualiste et de celle qui l'a renversée, nous devons savoir mieux que qui que ce soit ce qu'il faut penser de cette question. Les efforts qu'a fait l'école de la sensation pour faire sortir de la sensation la science tout entière ont été radicalement vains, et sans recourir aux lumières que l'Antiquité nous avait laissées sur ce point, l'école écossaise et Kant avaient démontré, presque à la fois et par des moyens très divers, comme on l'a fait bien mieux encore après eux, que la sensation ne pouvait rendre compte de la connaissance et qu'en ceci du moins Platon avait eu pleine raison, et contre les sophistes de son temps et contre les tendances de son disciple. Il est vrai qu'Aristote ne s'est laissé emporter aux erreurs qui plus tard sont sorties de ses principes, ne s'est pas laissé emporter. Mais Platon non plus que Kant n'ont point exagéré leur propre doctrine. Le mysticisme alexandrin, l'idéalisme de Fichte n'appartiennent pas plus à Platon et à Kant que le sensualisme n'appartient à l'auteur de l'Organon. Platon, Aristote, Kant avaient tenté, chose si délicate, de tenir une équitable balance entre l'esprit et la sensibilité. Aristote avait incliné vers celle-ci, Platon et Kant avaient incliné tous deux vers l'esprit. Des disciples sont venus, pour les uns et les autres, accumuler des conséquences que ces sages génies n'avaient pas prévues et qu'ils auraient certainement désavouées, comme Kant n'a pas manqué de le faire. Mais l'histoire de la philosophie, juste comme elle peut l'être de nos jours, laisse à chacun ses fautes, et tout en montrant le germe de celles qui ont été commises, elle n'en distingue que plus soigneusement ce germe des fruits parfois blâmables qu'il a portés. Platon et Kant ont toute raison contre Aristote. L'universel, de quelque façon qu'on le considère, ne peut du tout sortir du particulier. Un nombre de faits particuliers, même infini, ne peut jamais donner légitimement une notion universelle, un principe. Et il faut reconnaître ici sans hésiter qu'à l'élément sensible s'ajoute un élément tout à fait distinct, supérieur, puisque la science cherche surtout l'universel, tout le monde en tombe d'accord, et que cet élément distinct et supérieur ne vient que de l'entendement. On conçoit du reste comment même une erreur sur ce point fondamental n'entraînait, pour ainsi dire, aucune conséquence fâcheuse dans le système d'Aristote. Il pouvait se tromper sur l'origine et la formation des principes sans que la théorie de la déduction qui apprend à tirer une conclusion d'un principe fût altérée en rien. Le principe étant donné, avec les caractères indispensables qui le font ce qu'il est, on peut faire voir avec pleine vérité, et Aristote l'a fait ainsi, comment le syllogisme l'emploie pour parvenir à la science démontrée. D'où vient ce principe ? C'est une question tout autre dont la solution n'importe pas à la première et qui sans péril peut être tranchée faussement. La théorie de l'universel telle qu'Aristote l'a comprise est une imperfection grave dans l'ensemble de son système. Ce n'en est pas une dans la doctrine de la démonstration, la seule dont s'occupe l'Organon.